Ce que nous pensons être finalement une âme ou une conscience ne serait en réalité qu'un fragment de ce que je nomme être une superconscience. En réalité, en fait, ce qui se passe, c'est que notre superconscience, elle est en permanence reliée avec tous ces autres nous qui vivent des vies sur leur propre plan. Ce que vous prenez pour une vie antérieure, finalement, ne serait pas une vie que vous avez vécue, mais plutôt une vie qui serait en train de se vivre en même temps. Et donc, chaque réalité qui se créerait, eh bien, serait similaire au modèle d'origine. Ce phénomène de résonance événementielle, comme je dis, se présente souvent sous forme d'une intuition, d'une réminiscence doublée d'une vision d'un événement qui va arriver. Et ça, c'est important parce que c'est en switchant notre vision du temps, en fait, qu'on va permettre, via l'intuition, d'appeler les solutions plus simplement. Tout arrive en même temps. Tout se produit en même temps. Je tiens à vous prévenir d'entrée de jeu que rien de ce qui va être abordé dans cette conférence ne doit être pris comme une affirmation, une confirmation. Que les choses soient claires, même les mots que je vais utiliser ne seront pas forcément vos mots. Quand je vais parler de l'âme, je vais parler de la conscience. Certains vont dire « oui, mais ça, moi, je le nomme comme ça ». On a tous une vision différente des choses. J'espère simplement que les mots que j'utiliserai seront assez intelligibles pour que vous puissiez les replacer dans un contexte qui puisse vous parler. Voilà, c'est un peu le petit disclaimer d'entrée. Alors, c'est très important pour moi cette conférence, puisque c'est la première conférence officielle de mon ouvrage. Je vais faire une extrapolation d'un sujet de ce livre, qui est l'extra-conscience, dont j'aborde succinctement un petit chapitre dans l'ouvrage. Il y a aussi certaines informations dont je vais parler que je n'aborde pas dans l'ouvrage. Et donc, pour commencer les choses, excusez-moi 2 petites secondes, vous avez remarqué que cet étrange rendez-vous, il est quand même assez important, parce qu'il y a déjà des rencontres qui se sont faites. Des gens qui ne se connaissaient pas, qui ont commencé à échanger. C'est des rencontres du destin, en fait, l'étrange rendez-vous. Comme n'importe quel, vous me direz, festival où on rencontre des gens, c'est pas juste l'étrange rendez-vous, mais c'est ce qui me plaît, moi, dans cet événement, c'est les connexions qui se créent, c'est ces familles d'âmes qui se retrouvent, c'est ces gens qui communient ensemble, qui se disent « ah, mais je suis sûr qu'on s'est connus dans une autre vie ». Et donc, c'est très important ce qui se passe là, ces 3 prochains jours, parce que pour certains d'entre vous, il va peut-être s'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Vous êtes ici parce que vous avez un vécu, des expériences, vous vous posez des questions par rapport à des choses que vous avez vécues, des choses qui ont été peut-être parfois douloureuses, des questions que vous posez, des interrogations existentielles. Et si vous êtes ici, c'est parce que quelque part, vous êtes à la recherche de certaines réponses qui vont pouvoir s'inscrire dans votre paradigme de compréhension de votre vie. Excusez-moi. Installez-vous, les retardataires. Et donc, en fait, quelque part, notre présence ici fait qu'on est un peu à la recherche, en quête de qui nous sommes. Pourquoi nous sommes là? Où allons-nous? D'où venons-nous? Et donc, qui sommes-nous, quelque part? C'est un peu une quête d'identité existentielle, notre vie, finalement. La réponse de savoir qui sommes-nous, eh bien, j'aurais plutôt tendance à tourner la question d'une autre manière. Et plutôt, que sommes-nous? Nous sommes des individus qui nous sommes construits via les stimuli d'un environnement extérieur. Nous sommes des individus qui possédons une cartographie psychologique et émotionnelle qui sont dues à un certain nombre d'expériences que nous avons vécues, finalement. Ces expériences que nous avons vécues ont elles-mêmes été conduites et dictées par des choix que nous avons faits, mais aussi par des choix parfois que les autres nous ont poussés à faire ou que les autres ont fait à notre place. Ces choix, finalement, nous ont amenés quelque part à adopter une certaine philosophie de vie, toutes ces expériences, certaines convictions qui ont contribué à façonner les lentilles de ce kaléidoscope à travers lequel nous observons, contemplons et regardons notre monde physique et notre monde objectif. Nous sommes d'accord là-dessus. Excusez-moi parce que ma tablette de dots se bloque à chaque fois. En gros, en fait, nous sommes les résultats de mécanismes psychologiques et les résultats aussi d'événements intrusifs et extérieurs
qui ont même parfois pu avoir des répercussions sur notre apparence physique, quelque part. Un petit exemple, puisque moi, ou certaines personnes dans la salle auraient perdu leurs cheveux si on n'avait pas eu des expériences un peu anxiogènes dans notre passé, dans le travail. Est-ce que certaines personnes auraient développé certaines maladies, par exemple, si elles n'avaient pas vécu des expériences de vie douloureuses et extrêmement stressantes? Donc en fait, finalement, nous sommes un peu comme des blocs de rochers, des granites, des menhirs, puisqu'on est dans le bon contexte. Et quand nous venons au monde, eh bien, nous venons au monde toujours avec tous les mêmes outils, avec un burin, un marteau, un ciseau. Et notre quête existentielle va consister finalement à façonner, modeler, sculpter ce bloc de rocher que nous sommes, quelque part à l'image à laquelle nous aspirons. Seulement, il y a des facteurs extérieurs qui entrent en compte dans le façonnage de ce bloc de rocher que nous sommes. L'eau, par exemple, la pluie, ce phénomène d'érosion pour le rocher, finalement va être un ensemble d'expériences que nous allons vivre, qui vont nous transformer, nous façonner, nous faire évoluer et on espère bien nous élever. Alors, quelque part, c'est l'ensemble de ces choses que nous avons vécues, tous en commun pour la plupart, qui ont fait qu'aujourd'hui on s'est réunis ici, à cet étrange rendez-vous, et pour laquelle nous avons ces questions communes. Alors, la question que je me pose, c'est que si nous n'étions pas ici, vous et moi, aujourd'hui, où est-ce que nous serions et qu'est-ce que nous ferions? C'est la question. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont failli ne pas venir à cet étrange rendez-vous, j'en suis sûr. Levez la main, les personnes qui ont failli ne pas venir et qui ont au dernier moment opté pour venir. Vous qui n'êtes pas, on va dire, qui êtes venus aujourd'hui, vous aviez à un moment une autre option, un autre choix qui s'est présenté à vous, mais il se trouve que vous êtes ici et maintenant, dans cette réalité, présentement, avec nous, et quelque part, ça veut dire qu'il y a, ou il y aurait, une autre réalité, on va dire, où vous n'êtes pas venus et vous n'avez pas fait le choix de venir. Alors bien sûr, pour certains, le fait que vous vous trouviez ici exclut et rejette l'idée qu'il pourrait se passer autre chose ailleurs et maintenant. Et pourtant, la physique quantique nous informe qu'il existerait d'autres réalités avec d'autres histoires dans lesquelles nous vivons bien d'autres vies. Si on part du principe qu'il existe une réalité où vous êtes ici et maintenant et qu'il y a cette autre réalité où vous n'êtes pas venu, il faut prendre en considération que ceci a été, on va dire, plutôt conscientisé au début sous forme d'une expérience de la pensée. Pour comprendre comment il pourrait exister d'autres réalités, il faut revenir aux fondations d'une expérience simple qui s'appelle l'expérience du chat de Schrödinger, dont la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler. Certains d'entre vous ont entendu ce mot, ce principe, mais ne connaissent pas réellement de quoi il s'agit. L'expérience du chat de Schrödinger est une expérience de la pensée, donc élaborée par Erwin Schrödinger, qui consiste à imaginer un chat dans une boîte dans laquelle nous allons placer un petit dispositif explosif relié à une fiole de poison. Ce dispositif peut exploser à tout moment et donc, on va dire, tuer le chat qui se trouve dans cette boîte. On part du principe et de l'idée que cette boîte va être fermée et tant que l'observateur de cette expérience n'a pas ouvert la boîte, pour constater si le chat est vivant ou si le chat est mort, c'est-à-dire que c'est le petit dispositif à exploser, eh bien on part du principe qu'il existe une réalité où le chat est vivant, en même temps qu'il existe une réalité où le chat est mort. Et c'est uniquement quand l'observateur de l'expérience va ouvrir la boîte qu'il va constater le résultat. Si le chat est mort, eh bien on pense qu'il y a une autre réalité où le chat est toujours vivant et qui se déroule en même temps. Et à l'inverse, si le chat est vivant, enfin, je ne sais plus ce que j'ai dit, vivant, voilà, vous avez compris, il existe une autre réalité où le chat est mort. Et inversement. Bon. Cette expérience de la pensée, qui était avant tout une hypothèse, a été confirmée et passée du stade de l'hypothèse à la théorie, quand en 2012, un physicien du nom de Serge Haroche a pu clairement démontrer la véracité en fait de ce phénomène. C'est-à-dire qu'au moyen d'un microscope atomique, on s'est rendu compte que les petites particules qui définissent notre environnement matière, notre monde sensible, ces petits quantas, eh bien, soit restaient sur notre plan pour continuer, on va dire, à créer cette réalité dans laquelle nous sommes, créer tout cet environnement.
quand d'autres petits quantas, ces particules disparaissaient pour ne plus réapparaître. Et du coup, on a présumé que ces quantas ne disparaissaient pas complètement, puisque rien ne se perd et tout se transforme. On a commencé à, on va dire, élaborer la théorie selon laquelle ces petits quantas, tout simplement, créeraient d'autres réalités, ou une autre réalité, celle par exemple qui pourrait correspondre à un choix que nous n'avons pas fait. Et inversement, les quantas qui matérialiseraient notre environnement ici, matérialiseraient ce choix pour lequel nous avons opté. Donc, on ne sait pas vraiment comment tout ça fonctionne. Serge Haroche a reçu un prix Nobel de la physique en 2012 pour ça. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on a ces quantas qui bondissent pour créer d'autres réalités et d'autres quantas qui restent. Excusez-moi pour le son, ça coupe un peu. Je pense que je vais passer sur le micro normal, s'il est encore là. Excusez-moi, parce que là... 1, 2, 3, 4. Vous m'entendrez peut-être un peu moins bien, mais c'est peut-être mieux de faire ça. Et donc, on ne sait pas vraiment comment tout ça fonctionne. Est-ce que ces quantas, quelque part, ils sont conduits par une intelligence supérieure? Est-ce qu'ils sont indépendants? Est-ce qu'ils possèdent leur propre intelligence? Est-ce qu'ils sont, on va dire, programmés à distance par une conscience artificielle? On ne sait pas vraiment. Est-ce que c'est Dieu qui a tout ça? Est-ce que c'est l'univers? On ne sait pas, en fait, comment ça fonctionne, mais par contre, je peux vous dire, en fait, comment tout ça se déclenche, quelque part. Il faut savoir que chaque choix que nous faisons est avant tout conduit par une idée, une conviction, et ces idées, ces convictions vont permettre à un moment un stimulus électrique dans le cerveau qui va amorcer l'impulsion, qui va permettre de programmer ces quantas à soit rester, soit bondir. En réalité, la détermination de votre existence repose sur un ensemble de courants électriques dans votre cerveau, et c'est uniquement ça, finalement, à l'origine de la création de notre réalité. Alors, c'est là que ça va devenir intéressant. Parce que si deux réalités, par exemple, correspondent à deux choix que nous avions, en réalité, il pourrait exister autant de réalités que de choix que nous aurions. Et chaque réalité qui se créerait, alors je parle au conditionnel parce qu'encore une fois, je n'ai pas envie de heurter peut-être certaines personnes, c'est pour ça dans l'ouvrage, je parle uniquement au conditionnel. Et donc chaque réalité qui se créerait, serait similaire au modèle d'origine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous arrivez à un choix à faire, est-ce que je vais aller à gauche, est-ce que je vais aller à droite, est-ce que je vais au supermarché, est-ce que je vais aller me balader, chaque réalité qui va se créer à partir du choix que vous allez faire va être similaire au moment où vous prenez votre choix, c'est-à-dire au modèle d'origine, et comprendra l'intégralité informationnelle de tout ce qu'il y a eu avant, en termes d'information, mais aussi en termes de matière, information-matière. Et alors, du coup, le plus incroyable dans tout ça, c'est qu'on pourrait s'imaginer que notre réalité de l'ici et maintenant serait la matérialisation et la création, finalement, d'un choix que nous n'aurions pas fait. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Et c'est là que ça devient un peu vertigineux, parce qu'on se dit quelque part que ce qu'on imagine avoir vécu hier, ou il y a une semaine, ou il y a 2 mois, ou il y a 1 an, peut-être que tout cela n'a jamais été réel, ne s'est jamais produit. Peut-être, je dis bien peut-être, qu'aujourd'hui, nous pourrions être en train de vivre le premier jour de notre existence. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y en a certains qui vont me dire bon, écoute, c'est bien gentil, Damien, ce que tu dis, mais moi, j'ai clairement le souvenir de ce que j'ai fait hier, de ce que j'ai mangé. Puis d'ailleurs, la semaine dernière, on était sur le marché avec la tante Yvonne, j'ai acheté un bracelet, je l'ai là d'ailleurs. Donc non, mon hier a bien existé et clairement, j'en suis bien conscient, j'en ai les souvenirs. Oui, mais quelque part, si notre réalité qui s'est nouvellement et matériellement créée est similaire au modèle d'origine, tout ce qui a été avant, dans cette autre réalité, s'est matérialisé dans la nouvelle réalité. Et puis, les souvenirs que nous avons finalement, ces souvenirs de ce qu'on a fait dans le passé, enfin moi, les gens me connaissent, j'ai beaucoup trop de mémoire, et parfois ce sont les gens qui me disent « il s'est passé ça, et j'en ai pas le moindre souvenir ». Finalement, nos souvenirs n'ont pas plus de consistance
mémoriel que les rêves que nous faisons. Qu'est-ce qui, on va dire, fait la distinction entre le rêve et la réalité? C'est qu'à un moment, on se réveille. Et en se réveillant, on sait qu'on a rêvé. Mais quand on rêve, finalement, si rien ne nous tire de notre rêve, comme dans Matrix, il l'explique, un des protagonistes, eh bien, on pourrait rêver éternellement sans s'arrêter, on ne prendrait jamais conscience quelque part que nous rêvons. Donc c'est ça qui est troublant, en fait. Peut-être que ça se trouve, notre réalité s'est faite en un jour ou une nuit. Peut-être que finalement, tout ce que nous pensons avoir vécu n'a été qu'un rêve. Peut-être que nous sommes rêvés par quelqu'un, finalement. Peut-être sommes-nous dans le rêve de quelqu'un. Peut-être sommes-nous la création d'un grand dormeur. J'aime beaucoup cette image et, on va dire, cette vision poétique des choses. Alors, excusez-moi. Hop, je reviens. Donc, c'est ça qui est assez, on va dire, intéressant en termes de potentiel de réflexion, quand on commence à partir dans ces questions, dans ce refaire le monde de notre réalité, finalement. En fait, peu importe qu'on croit ou pas qu'aujourd'hui, ici maintenant, soit le premier jour de notre vie ou pas, notre conscience, n'importe comment elle possède l'intégralité informationnelle des expériences que nous avons vécues ou des expériences que nous pensons avoir vécues quelque part. Et ça ne change rien au fait que, eh bien, notre instant présent, ici maintenant, n'a finalement de consistance que pour nous. Parce que pour le futur, quelque part, nous n'existons plus. Et pour le passé, eh bien, en fait, on n'existe pas encore. C'est comme si notre ici et maintenant n'avait pas réellement de consistance. On pourrait s'imaginer. Alors qu'en fait, c'est plutôt l'inverse qui se produit. Plutôt que de voir les choses en termes de Merci, c'est vous qui le dites pour moi. J'ai pas beaucoup dormi, vous le savez. Eh bien, en fait, il n'y a pas de demain et d'hier. Il n'y a que des instants présents, il n'y a que des demain et maintenant, il n'y a que des ici et maintenant, et il n'y a que des hier et maintenant. En réalité, aujourd'hui, les scientifiques, on va dire, reconnaissent de plus en plus que finalement, tout arrive en même temps. Tout se produit en même temps. Tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera, en fait, n'est qu'une toile, une immense toile d'ici et maintenant, d'instant présent, où tout arrive et se déroule en même temps. Alors, pour essayer de comprendre un petit peu ce concept de détricotage du temps, on va rentrer un petit peu plus en détail dans ce qu'est l'extra-conscience. Vous savez, en fait, quand je me lance dans une entreprise, quand je veux monter un festival, écrire l'histoire d'un congrès, écrire un ouvrage, réaliser une vidéo ou un film documentaire, eh bien, en fait, je pars du principe qu'à partir du moment où j'ai l'idée de créer quelque chose, que quelque chose existe déjà. Parce que je suis conscient que tout se passe en même temps. Et c'est là que ça devient intéressant. Vous savez, quand j'ai commencé à écrire cette conférence, je ne savais pas du tout de quoi j'allais parler parce que je me suis dit, le livre est assez dense, j'aborde énormément de sujets, de concepts, de quoi je vais bien pouvoir parler. Et je ne savais pas, en fait. Et j'avais cette angoisse de la feuille blanche quand j'ai commencé à travailler cette conférence. Et je me suis dit, bon, allez, cette conférence, de toute façon, au moment où tu es en train de la donner, Damian, au moment où tu es en train de l'écrire, où tu vas l'écrire, elle est déjà terminée, tu l'as déjà faite. Et donc, j'ai fait ce que je sais faire de mieux et ce que je fais tout le temps. Je me suis posé dans mon bureau, j'ai fermé les yeux, je me suis mis devant l'ordinateur et j'ai commencé à écrire de manière intuitive. J'ai commencé à écrire ce que je m'imaginais être en train de vous dire aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai visionné cette salle comme elle se présente maintenant. Regardez, vous voyez, c'est nous qui sommes là-haut. Et j'ai commencé à voir en fait tout ce qui se passait depuis un angle d'observation qui se trouve juste ici, sur ma gauche. C'est mon angle d'observation, ma sorte de fenêtre, on va dire dimensionnelle, où je me projette, où je vois ce qui va arriver. Et j'ai commencé à écrire, et ma conférence, je l'ai écrite en à peu près une petite heure. Et c'était terminé. Parce qu'en fait, j'étais conscient au moment où j'étais en train d'écrire qu'elle était en train de se dérouler. Donc, par l'intuition, j'ai laissé en fait les informations venir. Et c'est ainsi que j'ai pu en fait me mettre plus dans le cadre de la conférence. Et c'est hallucinant en fait ce que je suis en train de vous dire. Parce que je suis une personne qui expérimente la résonance événementielle, dont je vais revenir après en détail, depuis tout petit. Et je suis en permanence connecté avec ce qui se passe maintenant, hier et demain. Et je sais que quand j'étais en train d'écrire, j'allais me voir en train de me regarder
parce que je suis en train de regarder cette scène-là. Et du coup, je me suis dit, allez, tu vas le faire, tu vas y arriver. Et en fait, je suis en train de regarder celui qui est en train d'écrire, et je dis, oui, on est en train de le faire, finalement. Vous comprendrez, pour ceux qui ont lu mon ouvrage, que je l'ai écrit à la première personne du pluriel, nous, parce que je considère que je ne suis pas tout seul à l'avoir écrit quelque part. C'est un ensemble d'autres moi, ce que j'appelle les doubles miroirs, plus en avance de mon temps, plus en arrière, qui contribuent quelque part, de par leur expérience, on va dire, à se soutenir entre eux et moi, pour justement avancer et faire les bons choix. Alors en fait, ce concept, enfin cette idée d'un angle d'observation, ça va vous parler après, parce qu'on va parler de choses en rapport avec la mort, la vie et la mort, ça va beaucoup vous parler. En fait, cet angle d'observation, je l'ai conscientisé très tôt, quand j'avais 15 ans, puisque le premier livre que j'ai lu, on va dire, qui traite de phénomènes, ou plutôt de sujets un peu alternatifs, dans la bibliothèque familiale, c'était le livre du docteur Raymond Moody, La vie après la vie, que peut-être certains d'entre vous ont lu. Et cette notion d'intemporalité m'a énormément touché, parce qu'il était rapporté justement par les expérienceurs de mort imminente, donc ceux qui font des EMI, qui vont mourir temporairement dans un coma et qui rapportent tous la même chose. Il est rapporté que de l'autre côté, eh bien, il y a un moment, on revoit la vie que nous avons eue. On revoit l'intégralité de son existence avec d'infimes détails qui seraient impossibles pour un cerveau de retenir quelque part. Et souvent, et plutôt tout le temps, depuis un angle d'observation supérieur. C'est-à-dire que les expérienceurs de mort imminente ne revoient jamais la vie qu'ils ont eue à la première personne, sauf erreur de ma part, ou alors je n'ai pas lu l'intégralité des ouvrages, mais des ouvrages que j'ai lus, notamment aussi de Kenneth Ring, il est bien précisé que tout est observé depuis un angle d'observation, comme si on revoyait un film holographique. C'est-à-dire qu'on ne revit pas la scène, on va dire, à la première personne. Et alors, ce qui est intéressant, eh bien, c'est qu'il y a des expérienceurs qui rapportent également des personnes avoir souvenir, avant de renaître, avant de se réincarner, de la vie qu'ils allaient avoir. Comme s'ils avaient regardé un moment le film de leur vie qui allait se produire et qu'ils avaient choisi la vie qu'ils allaient avoir avant de se réincarner. Et bien sûr, après en se réincarnant, on oublie tout. Et là, ça commençait à me trahir. Je me suis dit, mais donc, quelque part, il y a ces expérienceurs qui sont capables de voir la vie qu'ils ont eue quand ils expérimentent donc un coma, une EMI. Et puis, il y a ces personnes qui rapportent avoir vu la vie qu'ils allaient avoir avant de la vivre. En réalité, quand on passe de l'autre côté, on n'est pas ici forcément, on est dans un autre monde, un monde subtil, quelque part, depuis, on va dire, un angle d'observation qui, lui, on va dire, est affranchi des limites de l'espace et du temps. C'est-à-dire que depuis l'angle d'observation où nous nous trouverions après la vie, nous serions capables de voir l'intégralité à 360 degrés de la vie que nous avons eue. Et on va dire ce lieu nous laisse imaginer que quelque part, eh bien, complètement extrait du futur, du passé et du présent, nous permet de voir tout ce qui se passe en même temps. C'est comme si en réalité, il y avait deux consciences distinctes au même endroit. Puisque quelque part, cet angle d'observation, et on va en venir après, est le même que l'on regarde la vie qu'on a eue ou qu'on regarde la vie que nous allons avoir. Alors si on se dit que finalement, alors c'est-à-dire qu'il y aurait deux âmes au même endroit, au même moment, dans ce lieu d'intemporalité, alors ça veut dire que il y aurait deux âmes différentes. Alors c'est pas moi, c'est une version de moi. On essaie de s'imaginer comment ça fonctionne tout ça. Si on réfléchit en termes de singularité, que nous serions une âme dans un corps physique, je serais tenté de dire que oui, quelque part on pourrait réfléchir et voir les choses de cette manière. Mais en réalité, je pense que les choses sont légèrement différentes. Ce que nous pensons être finalement une âme ou une conscience, de mon point de vue encore, je ne veux rien imposer, ne serait en réalité qu'un fragment de ce que je nomme être une superconscience, notre superconscience, c'est-à-dire une sorte de siège, de cloud d'information, là où siège toute l'information, toute l'expérience de ce que nous sommes en train de vivre, mais toute l'expérience de ce qui se passe en même temps, sur d'autres plans, dans le futur ou dans le passé. Donc ça veut dire que ce cloud d'information, cette superconscience, contient l'intégralité de l'expérience que nous sommes en train de vivre, de toute l'information que nous avons et avons en même temps, et qui contemple dans l'absolu
l'intégralité de tous ces petits fragments de conscience qui vivent à chaque plan, chaque moment différent des existences, on va dire sur d'autres plans ou dans d'autres temps. En réalité, ce que j'appelle être l'alpha, c'est-à-dire, et vous remarquerez que l'alpha est plutôt à droite et l'oméga est plutôt à gauche, cet angle d'observation post-mortem qui, on va dire, regarde la vie qu'il a eue et, on va dire, ce point de vue en préincarnation qui regarde la vie qu'il va avoir, comprenez bien que ces deux-là, en fait, tirent l'information de leur existence depuis leur conscience supérieure. Voilà, certains vont l'appeler la conscience supérieure, d'autres vont l'appeler Dieu, mais ça c'est un autre sujet, je l'appelle plutôt cette superconscience. Alors, pour comprendre en fait de quoi il est question quand on parle de cet angle d'observation, cet endroit précis d'intemporalité, on va faire une petite parenthèse sur un sujet, plutôt sur un film que vous connaissez bien, qui s'appelle 2001 l'Odyssée de l'espace. Et je vais vous donner en fait un angle de compréhension, une clé de compréhension, un outil pour comprendre en fait, on va dire les informations que je suis en train de vous donner, et qui va peut-être et probablement vous parler. Tout le monde a vu ce film, ou du moins tout le monde s'est peut-être endormi avant la fin du film, comme voilà, on est d'accord. Et d'autant plus que la fin est assez complexe, assez alambiquée, chacun y va de sa propre interprétation. En réalité, moi je vais vous donner aujourd'hui, en toute modestie, la vraie fin de ce film. C'est-à-dire le message caché, celui que le réalisateur n'a pas donné. Rappelez-vous, en fait, dans la dernière demi-heure du film, nous avons le protagoniste, cet astronaute, qui est projeté à travers un monolithe noir, le fameux monolithe noir que nous voyons en début de film et après plusieurs fois qui réapparaît dans le film. Il est aspiré dans ce monolithe noir quand il est en orbite autour de Jupiter, et là il va traverser des sortes de vortex de lumière, comme des Stargate, vous voyez. Et il y a ce rapport quelque part à la mort, vous savez, quand on traverse un long tunnel blanc et qu'on voit la lumière au bout. On est dans une sorte d'image, finalement, d'un voyage entre le monde de la matière et puis d'autres mondes. Et alors notre protagoniste, une fois qu'il a traversé tous ces vortex de lumière, qui nous rappellent un peu ce que racontent les expérienceurs de mort imminente, notre expérienceur, notre cosmonaute, arrive en fait dans une pièce blanche, rappelez-vous, illuminée avec des dalles blanches au sol, et en fait il se voit lui-même vieux. Il se voit lui-même grabataire à un moment, puis il assiste au dernier instant de sa vie en fait. Il se voit mourir. Souvenez-vous de cette image. D'ailleurs, il est traumatisé, il a des cernes, d'un coup on le voit vieillir dans son scaphandre. L'instant d'après, il se retourne, il se trouve face à ce monolithe noir de nouveau. Et l'instant d'après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous le revoyons, mais sous forme de fœtus. On le reconnaît clairement, puisque Stanley Kubrick, le réalisateur, a bien mis l'accent sur les yeux du bébé pour qu'on reconnaisse qu'il s'agit du même personnage. Donc, on a une sorte de concept d'incarnation, réincarnation, de boucle, en fait, qui est en train de se créer, qu'on nous amène finalement par l'image. Alors, quand on demande à Stanley Kubrick, mais qu'est-ce que vous avez voulu raconter à la fin de votre film? Qu'est-ce qui s'est passé? Stanley Kubrick, il bredouille certaines choses, il dit, en gros, je voulais symboliser à l'écran le fait que notre protagoniste entre en contact avec une civilisation extraterrestre supérieure, et à la fin, l'humanité a trouvé le moyen de voyager à travers l'espace et le temps, on va dire, en s'extrayant de la matière. Voilà, bon, c'était alambiqué, et moi-même, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette interprétation à la mort le monde? Et en fait, c'est là que ça devient intéressant après, parce que, souvenez-vous, alors bien sûr, Stanley Kubrick n'a pas écrit clairement, on va dire, l'histoire, puisque 2001 l'Odyssée de l'espace est tiré d'un ouvrage de Arthur C. Clarke. Donc en fait, quand je vais vous expliquer ce qui va suivre, vous allez vous douter que Stanley Kubrick, ou du moins c'est sûr l'auteur de Arthur C. Clarke, avait connaissance en fait de certains ouvrages, certains textes sacrés, qui l'ont amené justement à écrire cet ouvrage. Et du coup, à être après interprété à l'image par Stanley Kubrick. Souvenez-vous la musique dans 2001 l'Odyssée de l'espace. La musique
en ouverture, enfin, pas en ouverture, mais quelques minutes après le début du film, et cette musique seulement à la fin. On a une musique en alpha du film et une musique en oméga de ce film. Est-ce que vous vous souvenez de cette musique? Tout le monde la connaît, elle est très connue. Est-ce que vous connaissez le titre de cette musique, de cette symphonie? Ainsi parlait Zarathustra. Qui était Zarathustra? Zarathustra était un prophète, tout à fait. Et en fait, Zarathustra n'était autre que Zoroastre, le père fondateur du zoroastrisme, dont d'ailleurs la synthèse des écrits saints nous ont été rapportés et popularisés à travers des ouvrages assez complexes à lire, de Henri Corbin, donc Corps spirituel et terre céleste, et notamment l'imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn Arabi. Et qu'est-ce que nous indiquent ces ouvrages? Eh bien que Zoroastre, le prophète, va revêtir son corps de gloire, donc en gros il va sortir de son corps pour aller visiter les mondes supérieurs, c'est-à-dire ces mondes que nous pensons ou savons être la suite de notre existence physique. Alors certains appellent ça les mondes astrales, la dimension de l'astral, d'autres appellent ça les dimensions de l'éther. Moi je vais pencher pour l'éther plutôt que l'astral, j'en ai déjà parlé dans des conférences. Le mot astral a été un petit peu travesti, vulgarisé et répandu de manière un peu... Alors bien sûr, je vais le dire de mon point de vue, je ne veux pas encore vexer certaines personnes ou heurter la sensibilité de certaines personnes qui ont une idée préconçue des choses. Je vous donne mon avis, je vous donne des clés d'information que vous intégrez ou non, il n'y a aucun souci. En réalité, quand on parle des annales akashiques, vous connaissez tous les bibliothèques akashiques, akashique en sanskrit, c'est l'éther, ça veut dire éther, mot pour mot. Donc quand vous avez quelqu'un qui vous dit « j'ai été dans l'astral, j'ai consulté les annales akashiques », déjà on est sur un non-sens. Vous voyez ce que je veux dire? En réalité, la dimension astrale, ce qu'on pense être l'astral, serait des dimensions supérieures encore au-delà, on va dire, de ce monde éthérique, c'est-à-dire, on va dire, certains l'appellent le bas astral, quand on est dans les terres sales et voilà, seraient ces mondes éthériques, parce que on parle de monde imaginal. Le mundus imaginalis, d'ailleurs, que certains d'entre vous ont eu connaissance ou ont entendu pour la première fois dans la bouche de Franck Ferrandis, qui en a souvent parlé dans ses conférences. D'ailleurs, Franck Ferrandis n'est pas présent, mais je le remercie publiquement parce que c'est lui qui m'a mis sur la piste de ces ouvrages qui ont été pour moi une révélation. En réalité, le monde imaginal, ces mondes imaginaux, serait la matérialisation énergétique et éthérique, on va dire, de tous les fantasmes et de tous les rêves des êtres humains. C'est-à-dire que sans nos rêves, sans nos idées, notre vision, nos visions religieuses, eh bien, en fait, il ne pourrait pas y avoir de monde éthérique, puisque le monde éthérique est une sorte de manifestation de ce qui se passe sur Terre. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et inversement. Et ces mondes éthériques ont besoin de nos croyances, ont besoin d'alimenter nos croyances pour subsister quelque part. Parce que s'ils n'existaient plus, eh bien, ça serait vraiment les mondes astrales que nous visons quelque part, qui nous intéresseraient. Et alors, donc, on revient sur Zarathustra et Zoroastre. Donc, Zoroastre fait le tour donc, du mundus imaginalis, on lui fait la visite. En gros, on est un prophète, face à un prophète qui va aller dans les univers subtils et il rencontre Dieu ou un ange ou un archange, peu importe, un être divin, qui lui explique qu'il existe plusieurs sphères des mondes imaginaux, dans laquelle, alors, imaginez des sphères ou des mondes dans lesquels chaque personne, chaque croyant a son propre paradis, vous voyez. La sphère dans le mundus imaginalis des musulmans, des catholiques, des bouddhistes, etc. En fait. Tout ce qu'on rêve et ce à quoi on aspire sur Terre, eh bien, c'est comme si on se préparait quelque part à rejoindre ces sphères de croyances que nous avons cultivées tout le long de notre existence. Je vais essayer de ne pas faire trop de digression. Et donc, les Ranvej, dans le mundus imaginalis, serait une sorte de montagne sacrée. Alors, c'est l'image d'une montagne, puisque visuellement, il le voit comme ça, où justement l'âme va se juger pour la vie qu'elle a eue et, on va dire, pour tout ce qu'elle a fait dans sa vie. Donc elle est elle-même, quelque part, son propre juge. Mais après, il y a une transposition avec Dieu qui vous juge, etc. Mais en fait, c'est l'âme qui se juge elle-même, puisque nous sommes façon, on va dire, une partie du divin. Donc quelque part, voilà, se juger soi-même, c'est la partie la plus élevée de nous-mêmes qui jugerait la vie qu'elle a eue elle-même. Et pourquoi, en fait, les écrits pourquoi le film de 1001 l'Odyssée de l'espace nous plonge dans cette vision des choses? Eh bien, en fait, c'est corroboré par un moment à la fin. Vous savez, quand il a traversé tous les tunnels de lumière, il survole des montagnes, en fait.
des montagnes de couleurs avec des univers colorés, du vert, du bleu, du rouge, etc. Alors, je ne vais pas vous donner le nom de tous ces mondes imaginaux qui sont décrits dans l'ouvrage parce que je ne les ai pas notés de tête, ça ne sert à rien de vous les décrire. Et en fait, c'est là qu'on comprend bien, que cet angle d'observation qui est en même temps le commencement et la fin, cet alpha et cet oméga, bien, se trouve justement dans cette zone d'intemporalité où tout peut être observé, on va dire, sur tous les plans de l'ici et maintenant, à tout moment. Ça, c'était la petite parenthèse de cette zone d'intemporalité, voilà, que certains vont appeler le paradis, ou etc. Alors, finalement, tout ceci, ça nous laisse penser qu'on tournerait en boucle, quelque part, que tout ce qui a été se reproduit éternellement et que à chaque fois que nous allons nous réincarner, nous allons tout oublier. Parce que c'est vrai, beaucoup d'entre nous ont cette vision de l'incarnation où, alors certains se souviennent de leur vie antérieure et puis certains ne s'en souviennent pas. Mais imaginez un instant que ce que vous prenez pour une vie antérieure, finalement ne serait pas une vie que vous avez vécue, mais plutôt une vie qui serait en train de se vivre en même temps. Et imaginez qu'en oubliant tout à chaque fois, on pourrait revivre, ça se trouve, la même vie indéfiniment sans même le savoir. C'est vrai, si je revis, vous avez vu tous le film Un jour sans fin, où les gens se réveillent à chaque fois le matin, ils ont oublié qu'ils vivent la vie en boucle, il n'y a que lui, en fait, ce protagoniste, qui se réveille tous les matins, qui se rend compte qu'il vit éternellement la même journée. Je disais tout à l'heure, ça se trouve, on pourrait être au premier jour de notre vie sans le savoir, ou alors on pourrait revivre cette vie en boucle sans le savoir. Ça pourrait peut-être expliquer ces phénomènes de déjà-vu, vous savez, ces phénomènes de réminiscence de quelque chose qui va se produire et qu'on a l'impression d'avoir déjà vécu, etc. Bon, on rentrera dans le phénomène de déjà-vu, de déjà connu juste après. Mais en fait, c'est parce qu'on va accepter et intégrer dans notre conscience que tout se passe en même temps, qu'il n'y a pas de demain, il n'y a pas d'hier, il n'y a que des instants présents et tout se passe en même temps, et bien que progressivement, grâce à cette vision transgressive du temps, nous allons pouvoir, on va dire, nous extraire de ce carcan dans lequel, on va dire, ce système a imposé une lecture linéaire du temps, que nous allons permettre à notre conscience de voyager entre des ici et maintenant et des ailleurs et maintenant. Il y en a beaucoup d'entre nous et d'entre vous qui, dans leur vie de tous les jours, expérimentaient sans le savoir ce phénomène d'extra-conscience. Je vais vous donner un exemple, tous vous l'expérimentez. En réalité, l'année dernière, je vais vous donner un exemple très bête, j'étais avec ma maman et ma sœur, et puis on se voit rarement, on se voit une fois par an, on se réunit tous ensemble. Ma mère et ma sœur avaient cuisiné un gâteau au chocolat. Et ma mère était avec ma sœur au moment de sortir le plat du four. Et au moment où ma sœur sort le plat du four, ma mère, d'un coup, a cette vision que le plat va tomber par terre et se casser. Et qu'est-ce qui se passe à votre avis? Le plat glisse des mains de ma sœur, il tombe par terre et il se brise. Et là, ma mère s'exclame, elle hurle, « Je le savais, je l'ai vu, je savais que ça allait arriver, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. » J'ai vu l'image d'un coup se manifester. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, c'est comme si ma maman avait reçu, on va dire, l'information avant que cela se produise. Comment recevoir l'information et voir l'image de quelque chose qui va se produire si quelque part ça ne s'est pas déjà produit? En fait, ma maman a été, sans le savoir, l'expérienceuse de ce que j'appelle être une résonance événementielle. Elle aurait pu, au moment où ma sœur a sorti le plat, cette pensée qui lui a traversé l'esprit comme une étoile filante, comme quelque chose de furtif, elle aurait pu saisir cette pensée, cette image, elle aurait pu le conscientiser, le mentaliser et prendre la décision que, ici et maintenant, elle allait prendre le plat du four elle-même pour éviter l'accident. C'est-à-dire qu'elle n'a pas prêté assez d'attention à cette intuition ou cette vision intuitive parce qu'elle l'a vu clairement, elle savait que ça allait tomber par terre, elle s'est dit « Ah, ça va tomber par terre ». Et bim, c'est tombé par terre. Si elle avait laissé filer, si elle avait, on va dire, accroché cette pensée, elle aurait pu changer le cours des choses. Et on aurait eu alors tout un horizon d'événements différents par effet papillon qui se serait produit. Pardon. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, imaginez si le plat ne s'était pas cassé, on ne serait pas sorti au casino d'en face pour aller acheter un dessert. Mais si on n'était pas sorti du casino, on ne serait pas
on n'aurait pas trébuché, on ne se serait pas tordu la cheville, par exemple. On ne serait pas tombé sur quelqu'un qu'on connaissait. Il ne serait pas arrivé tout un tas d'événements, finalement, qu'on aurait vécu si on n'était pas sorti de la maison, si le plat ne s'était pas brisé. Vous voyez ce que je veux dire? La moindre, même insignifiant petit événement dans nos vies de tous les jours va amener un horizon d'événements complètement différent et complètement bouleverser finalement notre existence. Il y a plein de gens, vous ici présents, qui par hasard avaient croisé quelqu'un aujourd'hui ou hier, et ça a changé le cours des choses. Je parlais tout à l'heure avec une personne qui se reconnaîtra. Elle a croisé une amie à moi qu'elle a, on va dire, qui lui a proposé de venir l'héberger chez elle pour éviter de faire du stop, on va dire, elles se reconnaîtront. Et du coup, ça amène tout un horizon d'événements différents quelque part. Là où vous êtes ici et maintenant, c'est bien un endroit où vous ne serez pas dans un autre ici et maintenant ou à un autre endroit. Vous savez, quand dans cet espace où nous sommes entourés de ces quantas, ces particules qui créent et définissent notre réalité matière, un peu comme si nous étions des corps dans un environnement aqueux. Chaque fois que nous bougeons, vous voyez, nous déplaçons de l'eau, donc nous provoquons des courants. Eh bien, ces quantas qui définissent notre réalité, c'est un peu pareil. Donc, là où nous sommes ici et maintenant, eh bien, cet ici et maintenant va avoir une certaine cartographie informationnelle complètement différente selon, on va dire, les choix que nous ferons. Donc, comme je vous ai dit, en fait, ma maman, pour revenir à cette histoire de gâteau au chocolat, eh bien, si elle avait saisi cette information, elle aurait sauvé notre dessert. Et ça aurait évité qu'on sorte et que, voilà, bon, mais c'est pas grave. Les choses devaient se faire ainsi. Tout doit être comme ce doit être, finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas de... C'est comme ça que ça devait se passer, du moins. Donc, pour en revenir un peu à la résonance événementielle, qu'est-ce qui s'est passé? On va rester sur l'exemple du gâteau au chocolat, le plat, puisqu'on est dedans. Vous voyez que sur un plan futur, donc là, on va dire que la réalité 1, c'est notre ici et maintenant, et la réalité 2, c'est, on va dire, une réalité un peu plus en avance de la nôtre, un petit point dans le futur, un peu plus en avance du nôtre. Nous avons le point événement X2 qui est le gâteau au chocolat qui tombe par terre, qui se casse, juste ici, bim. On va dire, ce gâteau devait être tellement bon que ça a provoqué quelque part une résonance événementielle, comme un caillou qui heurte la surface d'un plan d'eau et dont les ondes vibratoires vont se, on va dire, propager. Alors ces ondes d'information, elles ne connaissent pas de limite d'espace ni de temps, et quelque part, eh bien, dans notre réalité d'ici maintenant, là nous on était au moment du dessert, eh bien ma maman a reçu quelque part l'information de l'onde, de ce qui s'est passé avant finalement, par effet de ricochet, eh bien que l'événement du gâteau qui se brise ne se reproduise. Or, elle n'a pas interrompu le processus puisqu'elle a décidé de ne pas accorder d'importance à cette pensée aussi furtive qu'elle puisse avoir été, et elle a laissé les choses se poursuivre comme ça a été précédemment. Et donc, finalement, cet événement est voué à se reproduire jusqu'à ce qu'à un moment, eh bien, une autre maman de Damian se dise « Non, je vais sortir le plat à moi-même » et là, l'événement se stoppe. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a une progression linéaire du temps qui va de la droite vers la gauche pour qu'on reste dans cette notion, on va dire, compréhensible de notre vision du temps. Mais quelque part, j'ai voulu signifier un sens de progression de l'événement, puisque tout se déroule en même temps, tout ce qui s'est produit est déjà terminé. On peut considérer donc, quelque part, nous avons ce que j'appelle une progression de l'événement, une timeline événementielle, où l'information circule de notre futur vers notre instant présent et qui va filer vers ce qu'on appelle notre passé, qui encore une fois est un ici et maintenant, mais plus en arrière d'une autre. Donc c'est finalement une résonance événementielle. En général, c'est une information qui va nous provenir donc d'un temps futur, mais quelque part qui peut aussi se propager vers un temps passé. Sauf qu'on n'accorde pas beaucoup de signification et on va dire, d'importance au passé. Ce qui nous intéresse plus, nous, c'est ce qui va arriver finalement. On a envie de savoir les projets qu'on a, s'ils vont se concrétiser. Ce qui s'est passé derrière, c'est du passé, donc on se dit, voilà, c'est derrière, maintenant moi je regarde devant. D'ailleurs, on marche vers le futur. On marche pas, on ne tourne pas le dos au futur, on marche vers le futur, on veut voir ce qui va se passer. Donc on n'accorde pas trop d'importance à des résonances événementielles inconsciemment qui sont en train de se produire dans le passé. Ça ne nous atteint pas parce qu'on est plus focalisé sur le futur. Et ce que j'aime bien, c'est que chez les Incas, vous savez tous que j'ai un intérêt particulier pour les anciennes civilisations, les Incas avaient une vision du temps qui était autre, c'est-à-dire que eux,
considérait qu'on ne peut pas voir le futur parce que ça ne s'est pas déjà produit, mais par contre, on peut observer le passé parce qu'on l'a déjà vécu. Et donc les Incas n'avaient pas une vision, on va dire, évolutive du temps où ils faisaient face au futur, mais en fait, ils tournaient dos au futur. Donc les Incas reculaient vers le futur, alors que nous avançons vers le futur. Et c'est parce que les Incas reculaient vers le futur et focalisaient sur le passé qu'ils étaient plus à même d'être ancrés sur leur ici et maintenant. Bon, c'est les Incas, ça n'a peut-être pas réussi aux Mayas, qui avaient des prédictions qui les ont amenés à peut-être disparaître. Mais en tous les cas, ce phénomène de résonance événementielle, comme je le dis, se présente souvent sous forme d'une intuition, d'une réminiscence doublée d'une vision d'un événement qui va arriver. Ça peut être une prémonition, ça peut être un ressenti, quelque chose même presque épidermique. Et puis souvent, il y a d'autres phénomènes qui se produisent, qu'on appelle les synchronicités, qui sont aussi liés indirectement à des phénomènes de résonance événementielle. On a des phénomènes de déjà-vu, j'en ai parlé, des phénomènes de déjà connus. Il y a aussi des phénomènes d'heures doubles, d'heures miroirs, qui sont les conséquences de résonance événementielle. Par exemple, moi, à une époque, je tombais toujours sur le 11h11, tout le temps. Après, c'était des 20h20, des 16h16. Et à chaque fois que je tombais sur cette heure double, je ressentais quelque chose en moi, comme s'il y avait un autre moi en train de regarder en même temps cette heure, et il se passait comme une sorte de connexion de reliance. Certaines personnes disent ou pensent que ces phénomènes pourraient s'expliquer par le fait que, ça serait notre ange qui nous parle, ou alors d'autres pensent que c'est un signal qui nous est envoyé indirectement de nous vers nous-mêmes pour nous pousser à nous réveiller ou nous faire prendre conscience de quelque chose. Mais moi, je sais que dans cette salle, il y a beaucoup de gens qui vivent ce phénomène, et souvent en voyage, les gens qui étaient avec moi, j'essayais de leur dire, mais si tu vois souvent cette manifestation d'heure miroir ou d'heure double, c'est parce que quelque part, tu essayes, ou du moins, il y a une version de toi un peu plus en avant, comme une sorte d'alarme qui essaie de te faire, un moment, prendre une décision ou faire prendre conscience de quelque chose qui est important. Et tant que tu n'auras pas, on va dire, conscientisé le pourquoi ce que tu dois faire doit changer, tu continueras de voir ces phénomènes. Et du jour où moi j'ai changé de vie, c'est-à-dire que j'ai laissé tomber mon travail et que je suis parti faire ce que j'ai fait pour être devant vous aujourd'hui, les phénomènes d'heure double et d'heure miroir se sont complètement arrêtés. Je n'en vois plus, ça fait... c'est très rare que je tombe dessus. Enfin, avant, c'était régulièrement, maintenant, c'est fini. Et donc, j'ai la sensation d'être là où je dois être et que je fais ce que je dois faire. Donc ça, c'était une petite aparté parce que j'ai souvent des gens qui m'ont parlé de ça. Donc finalement, une résonance événementielle, c'est cette impression, cette intuition en subconscience de quelque chose. Comme par exemple, vous êtes en train de faire quelque chose, une tâche qui va vous mettre dans un état de conscience modifié. Moi, souvent, c'est quand je suis aux toilettes et que je nettoie mes toilettes. Je pense à quelqu'un. Oui, mais parce que j'arrête de réfléchir à ce moment-là. Parce que moi, mon cerveau, il fonctionne tout le temps. Je suis en super activité tout le temps. Et ça n'arrête jamais. Et quand je fais une tâche basique qui consiste à nettoyer quelque chose ou à faire quelque chose où je n'ai pas besoin forcément de réfléchir, où je suis concentré sur un truc simple, comme regarder la lueur d'une bougie, et ben en fait, je permets finalement, j'ouvre finalement ma conscience à de l'information qui peut on va dire se présenter à moi potentiellement, mais je ne le choisis pas. Et donc souvent je pense à quelqu'un, j'ai l'image de quelqu'un qui me vient, et qu'est-ce qui se passe? Le téléphone sonne et la personne à laquelle je pensais m'appelle. Alors, ça vous arrive tous, tout le monde. Et alors la question que je me pose à chaque fois, c'est purée, je pensais à toi, tu m'appelles, ça c'est drôle, alors ça c'est une synchronicité exceptionnelle. Mais moi, à chaque fois je me pose la question, c'est est-ce que c'est moi qui pense à la personne, je lui envoie le message, elle m'appelle, ou est-ce que la personne a pensé à moi, je reçois l'information et du coup c'est elle qui m'appelle. Enfin vous voyez, dans les deux cas elle m'appelle, mais est-ce que je suis l'émetteur ou est-ce que je suis le récepteur? Donc ça c'est la question que je me pose à chaque fois. En tous les cas, je vais vous parler de la résonance événementielle la plus importante de mon existence, à titre d'exemple encore une fois, puisque c'est celle qui a failli faire que j'aurais pu ne pas être à vos côtés aujourd'hui. Alors j'ai pris l'exemple du pot de fleurs. Alors je vous explique rapidement le concept du pot de fleurs, et après je vais vous donner, on passe de la théorie à la pratique. Imaginez que demain et maintenant, un expérienceur se prenne un pot de fleurs sur la tronche. Ça provoque une résonance événementielle qui va, stocker l'information est connue de votre superconscience, là où siège l'information de tout ce qui est absolu. Et quelque part, à un moment, s'il se trouve que dans l'ici et maintenant, vous êtes dans un état, prédisposé à ressentir les choses, en conscience, vous allez avoir cette intuition, un peu comme le gâteau au chocolat, vous voyez, en pointillé.
Et soit vous allez éviter le pot de fleurs parce que vous allez vous dire « Oh, il se passe un truc, il faut que je m'arrête », ou soit en fait vous n'accordez pas d'importance et le pot de fleurs vous tombe sur la tronche. Alors on ne sait pas si c'est grave ou pas, mais en tous les cas, pour ma part, ça fait être grave puisqu'il y a à peu près c'était en 2004, donc ça remonte à une vingtaine d'années. Je rentrais du travail, à midi après le déjeuner, je marchais dans la rue, et puis j'entendais des ouvriers qui tapaient sur le toit, qui faisaient des travaux. C'était à Paris, dans le 2e arrondissement, près des Halles, rue Étienne Marcel. Et donc j'entendais des ouvriers qui travaillaient sur le toit, qui clac, clac, clac. Et puis plus je m'approchais de la zone de travaux finalement. Et puis d'un coup, le bruit se faisait de plus en plus important. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé à avoir une drôle d'intuition, sans savoir ce que c'était, puisqu'à cette époque-là, je n'avais pas conscientisé ce phénomène de résonance événementielle. J'étais dans la découverte jusqu'à ce que je puisse assembler les pièces du puzzle. Et d'un coup, j'ai décidé, je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé à ralentir le pas, jusqu'à m'arrêter totalement, sans savoir pourquoi. Et à ce moment-là, il y a un morceau de pierre que les ouvriers étaient en train de travailler, qui est tombé à mes pieds, mais c'est un morceau de pierre de la taille d'un parpaing. C'était ça à peu près. Et j'ai été, bien sûr, très surpris, mais encore plus surpris par le fait que j'avais décidé de m'arrêter, en fait. Et si je n'avais pas pris cette décision, je serais peut-être dans un fauteuil roulant aujourd'hui, ou peut-être je serais mort. En tout cas, ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est qu'il y a une version de moi qui se l'est pris, ce morceau de pierre dans la tronche, et quelque part, j'ai reçu l'information via ce phénomène de résonance événementielle, qui a fait que par l'intuition, j'ai décidé que ça ne se reproduise pas sur ma ligne de temps. Et du coup, j'ai pu éviter ce drame. Et puis, pour vous dire que c'était tellement près, c'est que j'avais des cheveux à l'époque et que j'avais les cheveux longs et j'avais du plâtre plein les cheveux, en fait, parce que ça a vraiment le vent, le courant d'air du morceau de pierre qui s'est posé à mes pieds. Et on était sur un toit parisien, donc à une trentaine de mètres, 35 mètres de hauteur, donc un truc comme ça. Et c'était vraiment un gros bloc. Donc voilà, j'ai évité le plus gros drame. Donc ça, c'est vraiment l'exemple typique d'une résonance événementielle qui a changé on va dire, au moins une ligne de mon temps. En réalité, en fait, ce qui se passe, c'est que notre superconscience, elle est en permanence reliée avec tous ces autres nous qui vivent des vies sur leur propre plan. Alors des fois, c'est pas que des autres nous. Alors ces autres nous, je les appelle les doubles miroirs, d'accord ? C'est mon mot à moi. On va dire pour vous donner l'image de ceux qui sont un peu plus en avance dans leur temps, un peu plus en arrière d'une autre. Et parfois, il se trouve qu'on a des doubles miroirs, des autres nous, qui vivent des vies complètement dissemblables des nôtres, qui font un autre métier, qui ont une autre vie, qui ont des enfants, qui n'en ont pas, qui vivent en Suisse ou qui vivent là, enfin bref. Je pourrais vous en citer plein des phénomènes de résonance événementielle par rapport à ça. Et il peut se produire des fois des phénomènes étranges dont certains de vous ont pu aussi expérimenter. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire quelque chose à un instant T et soudainement, vous allez vous retrouver dans un endroit que vous ne reconnaissez pas. Vous ne reconnaissez pas l'environnement, vous ne reconnaissez pas le paysage, vous ne savez pas où vous êtes, vous ne savez plus qui vous êtes limite, et vous n'êtes plus là où vous étiez. Par contre, vous pouvez avoir cette sensation d'être quelque part vous-même à cet endroit-là, mais sans pour autant reconnaître l'endroit où vous êtes. Ça, c'est ce que j'appelle une projection de conscience, avec mes mots. C'est-à-dire qu'à un moment, votre conscience, c'est-à-dire ce fragment de votre superconscience, va se frayer un chemin vers là où siège l'information et va accéder quelque part à une autre vie sur un autre plan. Parce que cette superconscience, ce n'est pas uniquement une superconscience qui est liée à votre existence ici, mais qui contient l'intégralité de l'ensemble de toutes les expériences et de l'information que vous êtes en train de vivre dans d'autres vies. Et ce phénomène de vies antérieures, dans ma vie antérieure, j'étais ça. On fait des hypnorégressions parfois, et on se retrouve dans un endroit, dans un autre temps, en pensant qu'on vit quelque chose dans le passé. Mais en réalité, peut-être, si ça se trouve, qu'on est en train de voir une autre vie, dans un autre nous, dans un autre ailleurs et maintenant, à travers ses yeux, un peu comme si on regardait à travers la serrure d'une porte. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce phénomène de projection de conscience, pour les gens qui l'expérimentent, en général, est assez succinct et ne dure jamais très longtemps. On réintègre souvent son corps et on se dit « Waouh, qu'est-ce que j'ai vu ? Où j'étais ? Qu'est-ce que j'ai vécu ?» Ça arrive à beaucoup de gens.
Et donc après, il y a tous ces autres vous qui sont un peu plus en avant et en arrière de votre ligne de temps, bien sûr, et par lesquels, en fait, vous allez, via l'intuition, eh bien, recevoir des ondes d'information, tout simplement, ou des visions d'événements que vous allez vivre ou ne pas vivre, selon les choix que vous ferez. Je vous donne un autre exemple. L'année dernière, j'ai vécu une sorte de phénomène de 4e dimension. J'ai été pris dans une sorte de boucle où, à chaque virage, là où je vivais, j'avais la vision d'une voiture blanche qui sortait d'un virage à toute berzingue. Et à chaque fois, je voyais un accident. Je me voyais l'accident. Je savais que j'étais en phase de résonance événementielle et je savais qu'il se passait quelque chose. Donc, à chaque fois que j'avais d'un coup cette intuition de cette voiture blanche qui sortait d'un virage, j'écrasais la pédale de frein et j'arrêtais le véhicule. Je l'arrêtais carrément dans les virages. Certains d'entre vous sont venus à l'étrange rendez-vous en 2021. Donc, vous voyez à peu près les petites routes sinueuses, montagneuses que vous avez dû prendre pour venir. Je vous parle de ces routes-là. Des routes où 2 véhicules ne passent pas en même temps parfois, où il faut faire des marches arrière. Voilà. Et donc, j'avais cette vision de cette voiture blanche. Et chaque fois que j'écrasais la pédale de frein pour arrêter la voiture, qu'est-ce qui se passait? La voiture blanche déboulait à fond la caisse. Mais à une vitesse et sur ma voie à moi que je n'aurais pas pu éviter si je n'avais pas écrasé la pédale de frein. Donc, j'étais voué à avoir cet accident à chaque fois. Et à chaque fois, ça se produisait. Ça a duré pendant plusieurs trimestres sur une année. C'était une fois par semaine, des fois c'était 2 fois par semaine, pendant des mois et des mois. Et je me dis, mais comment ça se fait que je vois cette voiture blanche à chaque fois? C'était une voiture blanche différente à chaque fois, ce n'était pas la même marque de voiture, mais à chaque fois que j'avais la vision de la voiture blanche, j'arrêtais le véhicule et la voiture blanche arrivait et je voyais à chaque fois, j'évitais le pire. Et je savais à ce moment-là qu'il y avait une autre réalité où j'étais censé avoir cet accident avec cette voiture blanche et que ça allait amener à moi un horizon événementiel totalement différent de celui que j'ai maintenant. Et puis un jour, ça a fini par s'arrêter, c'est terminé maintenant, il n'y a plus cette voiture blanche, il n'y a plus rien. Et j'ai compris en fait que j'étais sorti en fait de ce cycle qui allait pouvoir me permettre de passer, on va dire, sur une autre, quelque part, un autre scénario, un autre narratif de ma vie. Si j'avais eu l'accident, j'aurais été bien emmerdé quelque part. Ma voiture a été bonne pour la casse, parce que ça n'aurait pas été un petit accident. Peut-être que j'aurais eu des séquelles, j'en sais rien. Peut-être que ça, en fait, ça aurait carrément changé beaucoup de choses dans ma vie. Peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui, j'en sais rien. Mais en tous les cas, j'ai compris que j'avais dépassé ce rail, cet embranchement, cette croisée des destins, où justement j'avais la possibilité d'avoir une autre existence. Mais je n'avais pas envie de ça, en fait. Et c'est pour ça que j'avais cette intuition de cette voiture blanche quand elle se produisait, qui venait, et que j'évitais à chaque fois, pour éviter le pire. Le pire, je m'entends, hein, pas la mort, bien sûr. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment on peut vivre en extra-conscience avec cet état de conscience modifié donc, que j'appelle l'extra-conscience, qui vous permet justement d'être en reliance avec ce qui est, ce qui va arriver, et ce qui fut, sans que ça devienne obsessionnel. Parce que quelque part, quand on prend conscience de ça, on se dit, mince, finalement, est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça? Ça peut amener si on commence à focaliser trop là-dessus, on peut développer des sortes de troubles obsessionnels, des TOC. Hein, et si jamais je faisais ça, et si jamais je faisais ça. Et en fait, ça peut être même très embêtant parce que, paradoxalement, ça va vous couper de votre instant présent. C'est-à-dire que vous allez trop vivre et appréhender ce qui va possiblement arriver. Donc, vous n'êtes pas dans l'ici maintenant, vous n'êtes pas ancré. Vous savez, c'est un peu comme ces gens qui vivent trop, on va dire, dans le passé et en même temps trop dans le futur. C'est-à-dire qu'ils ont trop d'appréhension de ce qui va se produire. Il faut qu'ils fassent les bons choix. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je me lance dans cette entreprise? Est-ce que je change de boulot? Etc. Donc, ils ont cette peur quelque part. Et c'est marrant parce que c'est ce dont parlait hier Valérie Seguin, hier soir. Vous savez, cette peur du lendemain et puis qui fait qu'on se bloque quelque part et les choses ne se produisent pas. Et puis en même temps, qui vivent avec trop de regrets par rapport au passé. Ah, si j'avais su, j'aurais fait ça. Ah, j'aurais dû faire ça, etc. Et finalement, on se retrouve dans un état où on est trop dans l'appréhension, la peur de ce qui va être, et on est trop en même temps dans le regret de ce qui a été. Et finalement, on est coincé entre notre présent, notre futur et notre passé. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Eh bien, l'ici et maintenant est complètement mis en état de stase, et il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune évolution dans notre vie. Il y a des gens qui butent en fait dans leur vie sur des cycles où ils n'arrivent pas à passer le cap de quelque chose. Ils ont l'impression de stagner. Eh bien, ce phénomène de stagnation est potentiellement justement peut-être amené par ces appréhensions dont je vous parle et c'est ce fait de se raccrocher un peu à ce qu'il y a derrière. Donc en fait, finalement,
c'est là le paradoxe, d'être toujours en réflexion, en extra-conscience, parce qu'on peut se retrouver bloqué dans notre ici et maintenant. Parce qu'en fait, quand on prend conscience que tout arrive en même temps et que tout se produit en même temps, eh bien on se doute que tous les problèmes auxquels on est confronté au jour le jour ont déjà été résolus. Et c'est ça qui va devenir intéressant. Parce que quelque part, si tout est déjà arrivé, on peut considérer que les solutions existent. Alors quand je parle de résoudre un problème, je ne parle pas de résoudre un problème existentiel. Par exemple, quelque chose d'intrinsèque, il faut que je travaille sur moi, il faut que j'arrive à apprendre à être patient, à être tolérant, il faut que je travaille sur un problème par rapport à mon enfance, par rapport à des traumas. Je ne parle pas de ce genre de problème. Je vous parle de ces petits problèmes au jour le jour. Vous savez, celui où vous sortez un matin pour aller prendre votre train, vous avez votre pneu qui est à plat. Vous voyez ? Et là, vous sentez que la journée elle va bien commencer. Vous voyez ? Ça nous arrive tous à un moment. Et du coup, vous êtes confronté à un problème où vous ne pouvez pas prendre votre voiture. Vous savez que vous allez louper votre train, vous allez louper votre rendez-vous professionnel et vous n'allez pas avoir ce boulot, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, n'importe comment, ce pneu de voiture, il est crevé. Vous allez devoir le changer, vous n'avez pas le choix. Vous n'allez pas rester chez vous toute votre vie. Donc, quelque part, la solution à votre problème, elle est déjà résolue. Vous allez devoir la résoudre. Donc, de toute façon, elle existe déjà, la solution. Est-ce que je demande aux voisins de m'aider? Est-ce que je change le pneu moi-même avec le cric? Est-ce que j'appelle un taxi? Il y a plusieurs solutions à un problème, d'accord? Mais il y en a un, spécifiquement, qui sera plus adapté à ce que vous devez vivre, ou du moins à votre chemin existentiel. Même cet insignifiant détail d'un pneu crevé. Et alors du coup, il y en a certains qui vont dire ouais, de toute façon, il n'y a aucun problème, il n'y a que des solutions. Ça, c'est le truc que j'entends souvent. Qu'est-ce que ça m'énerve? Les gens qui me disent ça, en général, je leur dis oui, ben en fait, il n'y aurait pas besoin de solution s'il n'y avait pas de problème. Tu vois? Donc, il n'y a que des solutions, tu te les gardes, t'es gentil. Mais en gros, voilà, quoi, vous voyez? Donc, en fait, la question qu'il faut se poser, c'est que, voilà, la solution existe déjà. Il y a une solution pour tout. Il y en a même plusieurs, parfois. Et donc, si on part du principe que tout est déjà arrivé, eh bien, quand on est confronté à un problème, plutôt que de se dire comment je vais faire, purée, eh bien, en fait, il faut partir du principe que la solution, vous l'avez déjà trouvée dans votre ailleurs et maintenant, un peu plus en avance de votre présent, dans le futur. Et donc, plutôt de se dire comment je vais faire pour résoudre mon problème, eh bien, il faut se dire comment j'ai fait pour résoudre mon problème. Parce que quand on commence à sortir et à voir les choses, enfin, sortir de cette lignée du temps, merci, et qu'on transgresse cette vision du temps, eh bien, on permet à notre conscience de se relier avec cet autre fragment de conscience qui a déjà trouvé la solution et qui va nous la donner par l'intuition. Et c'est l'intuition qui va tout faire. Vous savez, j'étais au Pic Saint-Loup l'année dernière et je me suis perdu, j'ai perdu mon chemin de randonnée. Et je suis arrivé en bout de corniche et j'ai eu peur, en fait. Je me suis fait peur parce que j'avais plus d'eau, j'étais en hypoglycémie, j'avais pas assez mangé, j'étais déshydraté et j'avais tout le corps qui tremblait, j'étais pas bien. Et j'étais en bout de corniche sur un sol qui était meuble. Et c'était en bas, c'était voilà, le Pic Saint-Loup, je sais pas si vous connaissez, dans le sud. Et là, je me suis posé et je me suis dit, purée, là, t'as vraiment merdé. Je me suis dit, là, c'est chaud quand même parce que... potentiellement, je me suis senti en danger de mort. Vous savez, quand à un moment, vous faites quelque chose et vous dites « Ah, là, c'est pas bon. » Là, vous sentez que ça peut basculer d'un instant à l'autre si vous prenez la mauvaise décision. Ça vous est déjà arrivé ou pas? Quand vous vous dites là, vous sentez que là, il y a un truc, ça va pas, quoi. Et je me suis dit « Non, je vais quand même pas mourir aujourd'hui. » Je me suis dit « Ah non, j'ai mon livre, il faut que je le termine d'écrire. » Et puis, il y a l'étrange rendez-vous aussi. « Non, non, mais il y a hors de question, je vais pas mourir. Non. » Mais tu as le doute quand même, tu te dis, là je sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. Tu te le dis clairement, comment je vais faire là. Donc je me suis assis et j'ai fait, et tout ce que tu vas ou veux faire, ça va se produire puisque ça s'est déjà terminé, ça s'est déjà produit. Tu vas écrire ton livre, tu vas aller à l'étrange rendez-vous, tu vas faire cette conférence, tout ça, ça va bien se passer. Donc je me suis assis et je me suis dit, comment j'ai fait pour résoudre mon problème? Demian, comment t'as fait? L'autre Demian, là, qui s'en est sorti, il a fait comment? J'ai attendu quelques instants, j'ai pensé à rien, puis d'un coup, j'ai eu l'intuition qu'il fallait que je revienne en arrière. Donc j'ai rebroussé chemin, et puis j'ai retrouvé le petit sentier GR, et j'ai repris finalement le parcours. J'ai fini par redescendre de ma voiture, et je dis « Merci, c'est cool, quoi ». Bon, il y en a, ils vont invoquer leur ange, leur guide, etc. Bon, moi j'invoque
mes petits Demian dans le futur qui sont déjà passés par les épreuves que je vis. Et j'essaie au mieux de me coller à eux pour savoir c'est quoi la meilleure option, la meilleure solution. Donc voilà, c'est ça en fait. Ce que je vous dis, c'est que tous les problèmes que nous avons ont déjà été résolus. Et c'est ça en fait qu'il convient de se dire, c'est comment j'ai fait pour résoudre mon problème. Et ça c'est important parce que c'est en switchant notre vision du temps en fait qu'on va permettre via l'intuition d'appeler les solutions plus simplement. Et surtout les solutions qui correspondent au mieux aux choix que nous avons besoin de faire dans l'instant présent. Si je n'avais pas eu l'étrange rendez-vous, par exemple, et mon livre à écrire, j'aurais fait un autre choix. J'aurais peut-être pris un autre chemin, je me serais cassé une jambe, ou je n'en sais rien. Il y a tellement de possibilités, et si. Vous vous rappelez pas quand vous étiez enfant, quand vous disiez si jamais, puis vos parents vous disaient « Ah, avec des si et si, on pourrait refaire le monde », vous savez? Eh oui, on pourrait refaire le monde, mais en fait, c'est pas ça, c'est qu'il y a tellement de monde qui se crée, tellement de réalités différentes qui se créent à chaque fois qu'on pense à une autre option. C'est assez intriguant. Enfin, moi, en étant expérienceur de la résonance événementielle, je le vois tous les jours dans mon évolution, dans ce que je fais. C'est au centre de ma vie, en fait, tout simplement. Je vis avec ça. Nous vivons avec ça parce que nous sommes tous conscients. Le fait d'être conscient, en fait, que tout se produit en même temps, j'en suis conscient maintenant. J'en étais conscient déjà hier, sinon je n'aurais pas écrit le livre. Et je sais que j'en serai conscient demain. Je sais aussi qu'il y a une version de moi qui est en train de naître. Je sais qu'il y a une version de moi qui va à l'école. Et je sais qu'il y a une version de moi qui est devant, dans la cour d'école, qui attend que son beau-père vienne le chercher, qu'ils ont oublié de venir chercher le gamin à l'école. Je suis resté jusqu'à 10 heures en pleine nuit dehors, dans le froid en hiver, et j'étais triste quelque part, on se sent un peu abandonné, vous voyez. Et j'ai la vision de cet enfant en même temps que je vous parle, je sais que ça se produit en même temps. Et je sais qu'il y a une version de moi qui est en train de mourir à l'heure où je vous parle. Et je sais qu'il y a une version de moi qui est déjà morte physiquement et qui évolue à un état subtil. Et à chaque fois que j'ai besoin de réconfort ou j'ai besoin d'informations, je fais appel à cette version de moi qui est déjà à un niveau élevé et je sens que c'est cette version de Demian qui est auprès de moi et qui me guide quelque part. En fait, moi, je n'ai pas des guides, comme certains disent, des anges gardiens et tout. Non, en fait, c'est moi, en fait. C'est mon état le plus élevé de ma conscience, au plus près de ma superconscience, qui est là, en fait, au jour le jour, et qui me suit, qui m'encadre. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est ma vision des choses, je ne veux pas l'imposer. Alors, certains vont dire, mais Demian, comment on peut, quelque part, stimuler ces phénomènes de résonance événementielle ? Alors, il y a quelque chose qui est simple, dont je ne parle pas dans le livre, ce sont les ponts émotionnels. Et ça, c'est très intéressant, les ponts émotionnels. Qu'est-ce que c'est qu'un pont émotionnel ? Comme son nom l'indique, un pont émotionnel, c'est un pont qui va relier deux émotions. C'est-à-dire une émotion que vous allez ressentir dans votre ici et maintenant, et une émotion que vous allez ressentir dans votre demain et maintenant. Et si les deux émotions que vous vivez, on va dire aujourd'hui et dans 10 ans, sont similaires, vous créez un phénomène de reliance entre demain et maintenant et vous facilitez justement des phénomènes de résonance événementielle. Alors ma question c'est, selon vous, qu'est-ce qui peut amener des émotions ? Qu'est-ce qui permet justement la manifestation de l'émotion ? Je vous implique un peu, comme Natacha hier. Non. Non. Là, vous me parlez d'émotions, moi je vous demande, qu'est-ce qui génère les émotions ? Non. Sensation. Sensation. Sensation, ça vient de quoi ? Le mot c'est sens. Vos sens. Vos 5 sens, on ne va pas partir dans les 6e, 7e pour certains, vos 5 sens sont des fenêtres qui vous permettent d'observer, de comprendre le monde extérieur. La vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher, le goût. Sans ces sens, si vous étiez privé de vos sens, vous seriez des âmes emprisonnées dans un corps noir, dans un puits. Vous ne seriez pas capable d'avoir des émotions. Aussi, vous auriez une émotion intérieure, de tristesse et de... Voilà, mais bon, je ne pense pas que vous le supporteriez longtemps. Imaginez, on vous prive de votre vue, de votre ouïe, de votre odorat, mais c'est bon, quoi. La vision. Vous voyez quelque chose, une peinture. Moi, les choses qui me donnent de l'émotion, c'est les peintures de David. David, néoclassique. J'adore David. Ces peintures, ces toiles de 7 mètres par 5.
Ça me donne énormément d'émotions, toutes ces couleurs, et surtout les lignes directionnelles, comment le peintre organise et orchestre l'œil, la vision de l'œil de l'observateur pour lui raconter une histoire et par la symbolique l'emmener là où il veut l'emmener. Et ça me donne une émotion. Il y en a certains, ils vont écouter une musique, ça va leur donner une émotion. Ils vont écouter une musique, ça va les rendre nostalgiques, ils vont pleurer. Ils vont regarder un film à la télé, donc là c'est forcément la vision et puis l'oreille, ça va leur donner une émotion. Hier on a regardé le film de Valérie Seguin, on a tous eu des émotions, mais parce qu'on a été capable de voir et d'entendre ce qui se disait. Donc finalement c'est par nos sens, c'est sur nos sens en fait qui amènent les émotions et qui permettent cette reliance émotionnelle. Sans nos sens, nous serions finalement fermés à ce monde dans lequel nous vivons. Et alors ce qui se passe c'est que, alors ce qui va être intéressant, alors, je pense que vous allez halluciner. Moi par exemple c'est le nez. J'ai un odorat extrêmement développé. Tous mes amis qui sont là le savent. Et il m'arrive parfois de sentir des odeurs quand je marche dans la rue ou le soir chez moi sur mon cos, là-haut, dans le sud, dans les Cévennes. Et parfois, je sens des odeurs fraîches de la nuit. Ces odeurs de chèvrefeuille qu'il y a sur le plateau, ces odeurs de la terre fraîche qui s'accompagnent du bruit des cigales, etc. Cette odeur aussi estivale dans l'air que j'adore, moi, en fait, qui me donne énormément d'émotions. Donc moi, les odeurs me donnent des émotions. Et souvent, quand je respire ou je sens une odeur, je ferme les yeux et je vois des images qui passent très vite dans ma tête. Et je vois des images qui appartiennent à un autre temps. C'est pas moi, c'est ailleurs. Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est des souvenirs que j'ai eus mais que j'ai oubliés? Peu importe, mais moi, c'est l'odorat. Et à chaque fois que je sens des odeurs, eh bien, je me mets en reliance avec d'autres moi qui, à leur niveau, sentent la même odeur. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est l'odorat chez moi qui provoque ce point émotionnel et qui facilite les résonances événementielles. Et alors, le plus incroyable dans tout ça, je ne sais pas si j'en ai parlé une fois dans une conférence ou pas, c'est qu'il m'est arrivé plusieurs fois, d'un coup, en respirant une odeur devant chez moi, sur mon perron, d'un coup de ressentir de l'amour, d'être amoureux. Je suis amoureux, je ne sais pas pourquoi ni de qui. Vous voyez ce que je veux dire? Je ressens de l'amour pour quelqu'un que je ne connais pas, qui n'est pas dans mon entourage, puisque je suis seul célibataire, voilà. Et je me dis, mais putain, pourquoi j'aime quelqu'un là? C'est qui? Enfin, elle est où? Elle est où? Et on a envie de prendre limite son téléphone pour appeler la personne, vous voyez Et alors là, je me dis, il y a un problème là, tu débloques quoi. Mais en fait, j'ai compris bien plus tard qu'il y a une autre version de moi sur un autre plan, qui marche avec une personne dont il est amoureux, et qui, on va dire, dans ce moment, on va dire de bonheur, voilà, il vit son petit moment, il marche avec cette personne bras dessus, bras dessous, il passe à un moment près d'un champ de roses, ou enfin d'un bouquet de roses ou de chèvrefeuille, ou du moins l'odeur qu'il respire à ce moment-là, cette fraîcheur estivale, est la même que moi je ressens dans mon ici et maintenant. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se crée un point émotionnel, il se crée une reliance émotionnelle, et d'un coup je ressens ce qu'il ressent. Et d'un coup je me mets à aimer quelqu'un qui n'existe pas. Alors heureusement ça ne dure jamais très longtemps, parce que sinon je serais en détresse. Vous voyez? Mais c'est ça les ponts émotionnels. Et ces ponts émotionnels, justement, facilitent ce que j'appelle ces phénomènes de résonance événementielle. Pour conclure finalement sur la résonance événementielle et sur l'extra-conscience, attendez, excusez-moi, je voulais vous illustrer le petit phénomène pour que vous voyez en image, j'ai oublié la petite vignette. Donc voilà, c'est juste pour illustrer ce que je vous disais, c'est-à-dire que en fait, demain et maintenant, un autre moi, un double miroir, assimile la vision de quelque chose à une odeur particulière, et moi, dans mon ici, en sentant la même odeur, de ce que mon autre moi est en train de voir. Vous voyez ce que je veux dire? Par ce phénomène de point émotionnel. Voilà, c'était le petit exemple que j'avais mis en diapo, que j'ai oublié de vous montrer. Finalement, la résonance événementielle et ce phénomène d'extra-conscience doivent pouvoir nous permettre de faire des choix. Mais disons, alors pas des bons ou des mauvais choix, parce qu'il n'existe pas de bons ou de mauvais choix quelque part. Il existe des choix que notre âme a besoin de vivre, et ces choix vont se présenter d'eux-mêmes, même s'ils vont apporter leur lot de pénibilité et leur moment de joie, eh bien ça fait partie du package. Donc finalement, être extra-conscient que tout se produit en même temps et essayer de faire les bons choix, le but c'est pas de se dire d'essayer d'éviter les gouttes, d'essayer d'éviter les épreuves difficiles. Je veux dire, est-ce que je devrais regretter les moments de pénibilité de mon existence?
les moments de détresse, les moments de solitude, les moments d'incertitude. Ben non, parce que c'est tous ces moments que j'ai vécus qui ont fait que je suis là devant vous aujourd'hui. Ce bloc de rocher dont je prenais un exemple au début, et ces éléments extérieurs intrusifs qui ont forgé l'expérience de ma vie, qui ont permis de tailler, on va dire, ce bloc que je suis, eh bien en fait c'est l'ensemble de ces expériences. Et j'en suis reconnaissant finalement, parce que sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Et vous savez, des fois, je pense à l'enfant que j'étais quand j'étais gamin. Vous savez, cet enfant qui est coincé dans la cour d'école et que les parents oublient de venir chercher. Je me souviens aussi de ce gosse que je suis dans la 4L de mon beau-père. Et j'ai cette vision de voir la pluie qui coule sur les carreaux, puis je faisais des petits trucs sur la buée, vous savez, en pleine nuit, parce que j'ai eu une enfance assez difficile quand même. Et j'ai été un enfant triste, en fait. J'étais joyeux, mais c'était dur. J'ai eu une enfance très dure. J'ai été élevé à la dure, voilà. Et souvent, j'avais ce sentiment de solitude et j'avais pas ce réconfort que j'aurais voulu avoir. Et souvent, je pense à lui, en fait. Et je sais qu'il est ici et maintenant en train de vivre cette vie que je suis en train de vivre la mienne. Et des fois, j'aimerais revenir dans le temps, j'aimerais revenir dans le passé, venir me voir à la sortie de l'école, sans me présenter, me prendre dans mes bras pour me dire à quel point je m'aime et que je suis fier de lui, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'aimerais lui dire à ce petit Damien, tu vas avoir une belle vie quand même, parce que tu vas faire ce que tu aimes, tu vas rencontrer des gens extraordinaires qui vont être ta famille de cœur, tu vas voyager à travers le monde, tu vas écrire des bouquins, peu importe que ce qu'on fasse, c'est bien ou pas. Ce qui compte, c'est qu'on fasse les choses qu'on a envie de faire et qu'on les crée. Et qu'on soit fiers de ce qu'on fait nous-mêmes. Et qu'on ait cette estime pour nous-mêmes. Ça, c'est le plus important. Et quelque part, j'aimerais me donner cet amour, vous voyez, ce réconfort. Alors quand c'est comme ça, qu'est-ce que je fais? Je pense à cet enfant que je suis, qui existe sur son plan, et je me concentre sur cet enfant que je suis toujours, cet enfant intérieur quelque part. Et quand ça va pas, quand je pense à lui, je me dis, mais t'inquiète pas Damien, ça va bien se passer parce que je t'aime et que tu vois, ça va être génial, et confiance. Et aujourd'hui, dans mon ici et maintenant, parfois j'ai des moments de doute dans ce que je fais. C'est rare, mais des fois je me dis, bon, est-ce que ça va aller, etc. Et souvent je ressens un réconfort en moi qui vient d'un coup, et je m'entends dire, t'inquiète pas Damien, ça va bien se passer parce que je t'aime. Parce que je sais qu'il y a une version de moi subtile qui est en train de voir tout ce qui est en train de se produire, qui a une vision de tout ce qui s'est produit, et qui est là pour me rassurer quelque part. Parce que n'oubliez jamais une chose, c'est que votre conscience, comme l'amour, est immortelle, immuable, et ne connaît ni de limite d'espace, et ni de limite de temps. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Le sujet dont je viens de vous parler est une extrapolation de mon ouvrage, Superconscience et résonance événementielle, qui n'est plus disponible sur l'étrange rendez-vous parce que j'ai tout vendu. Vous pouvez commander sur mon site damian.com. Et voilà, j'en profite aussi pour vous dire que l'association qui organise l'événement organise aussi des voyages à travers le monde. Certains des belles rencontres que nous avons faites, qui sont là aujourd'hui, que je remercie d'être venus, tous les copains. Le prochain, nous organisons, voyage est au Japon, du 4 au 15 novembre 2024. Et puis, il y aura l'Écosse du 21 au 29 avril 2025 avec Michel Deseille, qui sera là demain d'ailleurs. Et enfin, nous aurons l'Inde en 2026. Voilà.